Bonjour à tous, bonjour à toutes, je sors un tout petit peu de mes vacances, vous voyez, je suis pas... les cheveux sont aussi raplapla que moi en ce moment, pour faire un petit vlog sur Psychose, film de Alfred Hitchcock sorti en 1960, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, j'étais obligé de faire cette blague parce que c'est un film que j'ai étudié en cours avec mon professeur d'analyse de film quand j'étais à l'ESSEC, et il nous sortait cette réplique à peu près à chaque début de cours, c'était bon alors un petit film des années 60, Psychose, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, voilà, parce qu'il savait très bien que tout le monde avait déjà entendu parler. Il se trouve que malgré tout le monde n'a pas vu le film. Même s'il y a quand même des éléments qui sont particulièrement connus de Psychose, qui sont rentrés dans la culture populaire, normalement vous devriez à peu près tous savoir quel est le retournement final, au moins vous devez savoir qu'il y a un meurtre dans une douche, donc je vais au moins aller jusque là, mais je ferai une petite section spoiler quand même pour pouvoir parler de plus en détail de certains aspects de l'histoire à proprement parler, et révéler certains trucs. Mais j'avais envie de parler de ce film, notamment parce que je vais en utiliser quelques extraits pour mon Pourquoi j'ai raison de Vetor sur Final Fantasy VII, que je suis en train de finir de monter en ce moment, et donc je me suis dit que c'était l'occasion un petit peu d'aborder le film, et peut-être de vous permettre de le découvrir par vous-même, si vous avez envie un petit peu de voir de quoi il en retourne. Ce film, donc, raconte l'histoire de Marion Crane, qui est une jeune femme qui habite à Phoenix, en Arizona, qui, un jour, à son travail, se voit confier une somme de 40 000 $, alors, dollars de l'époque, donc aujourd'hui, ça doit vouloir beaucoup plus, genre 400 000 $, dans ce genre-là. J'ai pas fait le calcul, j'ai pas regardé le taux d'inflation par rapport à l'époque, mais ça vaudrait beaucoup plus aujourd'hui, donc c'est une très grosse somme d'argent, en cash, en liquide, et elle a la mission d'aller la confier à la banque, et finalement elle va pas le confier à la banque, elle va se barrer avec l'argent, et elle va essayer de se refaire une nouvelle vie ailleurs, notamment peut-être avec son amant Sam, qui est joué par John Gavin. L'héroïne, elle, Marion Crane, est jouée par Janet Leigh, très grande actrice hollywoodienne, très connue, et notamment pour avoir travaillé avec Hitchcock, et elle va s'arrêter en chemin au Bates Motel. Rien que ça, par exemple, vous deviez connaître, il y a eu une série il y a pas longtemps par rapport à ça, tenue par Norman Bates, joué par Anthony Perkins. Autant vous dire que ça va mal se passer par rapport à son voyage, et à partir de là, je vais vous laisser découvrir le film, parce que c'est grosso modo ce qu'on résume du film avant de laisser aux gens découvrir la suite, parce que la suite a quelque chose d'un petit peu surprenant, ce qu'on appelle une dilution de la fonction sujet. Au cours du film, le héros disparaît et laisse sa place à un autre héros. Alors le héros ne doit pas forcément disparaître, parfois il peut simplement partager le premier rôle par exemple, on appellera ça également une dilution de la fonction sujet, mais l'idée donc c'est que le personnage va laisser sa place à un autre, et cette idée dans l'histoire rejoint une idée de mise en scène globale de la part de Hitchcock, qui avait développé avec ses films, notamment à cette époque, ce qu'on appelle le système formel de Hitchcock. Le système formel, c'est qu'en fait les films de Hitchcock sont basés sur une figure géométrique, sur une forme, qu'il va disséminer et intégrer dans sa mise en scène dans différents aspects du film. L'idée étant le meurtre, le coup de couteau, et donc une césure au milieu de l'histoire avec les personnages. L'idée est donc d'utiliser la notion d'intersection, de croisement, de lignes qui se rencontrent et qui vont dans les sens opposés, notamment comme c'est transcrit avec le générique du début, qui est une succession de lignes qui s'entrecroisent pour révéler du coup les différents synthés avec les noms des personnages. Et cette idée donc de cut, de croisement, elle va se retrouver à de nombreuses reprises du film. On va donc avoir notamment le changement de personnage principal, on va avoir aussi la façon de monter le film. Le film va être découpé en sections qui sont généralement très très longues, sur lesquelles Hitchcock va faire en sorte de pas faire trop de cuts, justement. Il va y avoir des scènes de discussion plus classiques et plus posées avec des personnages qui vont se parler, mais le reste du temps, il va essayer d'avoir des scènes qui se déroulent le plus possible dans la longueur. Par exemple, la première scène du film, c'est Marion qui est à l'hôtel avec son compagnon. Leur discussion ne va couper que quand il y aura un véritable changement dans l'intention qui est dans le dialogue. Au début, les personnages vont être plutôt d'accord, plutôt en entente, en osmose, et au moment où il va y avoir une cassure, où il va y avoir un personnage qui va d'un seul coup devenir un peu plus assertif, on va dire, parce qu'il n'est pas violent, mais il y en a un qui va plus faire entendre son avis que l'autre. À ce moment-là, on va avoir un cut, et quand les personnages vont se rejoindre à nouveau, on aura un autre cut pour prendre la suite de la scène. Le film démarre avec un plan séquence, entre guillemets, je mets des guillemets parce que c'est un plan séquence qui n'était pas vraiment faisable à l'époque. L'idée c'était de faire un plan aérien sur la ville de Phoenix, qui allait se rapprocher petit à petit de l'hôtel dans lequel sont Sam et Marion, et de rentrer ensuite par la fenêtre et d'arriver jusqu'à la table de nuit sur laquelle est posé un sandwich, parce que Marion ne mange quasi jamais du film, elle a un appétit d'oiseau, ce qui reviendra aussi, c'est une autre des idées de mise en scène de l'histoire. Et c'est pas possible véritablement à faire à l'époque, c'est pas vraiment une question de pas pouvoir avoir un hélicoptère pour faire un plan aérien, peut-être que si, cela dit, je sais pas trop, c'est peut-être plus une question de caméra, parce que les caméras de l'époque sont particulièrement mastoc. Dans les années 60, les caméras sont encore des très très gros veaux qu'on peut grosso modo limite se faire déplacer avec un petit travelling sur des rails, mais c'est très compliqué de faire bouger la caméra autrement, et par exemple, faut oublier tout ce qui est plan épaule, les trucs dans ce genre là, quoi. À cette époque-là, c'était pas faisable, la caméra était trop grosse. Et je sais pas du coup à quel point c'est faisable de la mettre dans un hélico, je pense que c'est faisable, mais pour juste un plan, comme il le faisait au début de ce film,
c'était probablement compliqué. Peut-être aussi qu'il y avait un petit problème de budget par rapport à ce film-là. Je sais que ça a été un petit peu compliqué de faire produire Psycho. Donc, on commence avec ce plan qui est séquence entre guillemets, avec un premier plan sur la ville, avec un fondu qui va amener un plan plus rapproché sur l'immeuble, puis un fondu qui va amener encore plus près de l'immeuble, jusqu'à quasi l'immeuble de studio, je crois, à ce moment-là. Et ensuite, on va passer par la fenêtre et rentrer à l'intérieur du studio. Et là aussi, je pense qu'il y a un fondu qui passe par la fenêtre avec une petite ouverture de diaph aussi, pour changer un peu la lumière. On travaille comme ça à avoir des plans qui sont plus dans la durée. On va beaucoup travailler cette notion de fondu, notamment. Il y a tout un moment où il y a un inspecteur qui enquête sur la disparition de Marion. Il fait la tournée de différents hôtels de la région. Et pour ne pas avoir des cuts, pour ne pas avoir des changements trop brusques, pour qu'on sente que c'est une séquence globale et qu'il y ait vraiment un cut qu'entre deux séquences, là où c'est important et nécessaire pour faire avancer la narration, il va faire du coup une série de fondus pour que ces différents moments d'entretien avec les tenants d'hôtel s'enchaînent sans avoir véritablement de cut et de coupure entre ces différentes scènes. Et paradoxalement, vu qu'on doit avoir des cuts, à certains moments, la ligne peut pas juste continuer tout droit, à un moment il faut qu'on la coupe, on va avoir un moment où Marion interrompt sa route en plein milieu du trajet, et elle va du coup se mettre un flic sur le dos qui va commencer à la suivre un petit peu pendant une partie de sa route. Mais cette volonté de la faire s'arrêter sur la route à mi-chemin, elle est totalement volontaire de la part de Hitchcock pour faire en sorte que à un moment ou à un autre la ligne se coupe. Mais elle se coupe quand lui a décidé qu'elle se coupe. Et elle se coupe pas pour aller voir autre chose, elle se coupe pour continuer dans la même idée, mais il y a quand même une intersection, il y a une coupure sur la route de Marion, et c'est elle du coup qui a décidé de faire cette coupure. On notera d'ailleurs qu'elle en profite à un moment pour s'arrêter dans un truc de voiture d'occasion pour échanger sa voiture contre une autre en espérant se débarrasser du flic, mais alors elle est pas douée du tout et elle le fait pas bien, et le flic est juste à côté, il la voit partir avec une bagnole, donc ça sert à rien qu'elle change de voiture, etc. Il va y avoir du coup ce changement de voiture qui va annoncer finalement à l'avenir le changement de personnage principal, la dilution de fonction sujet, puisqu'on va changer d'héroïne. Notre héroïne va disparaître à un moment de l'aventure et on va passer à quelqu'un d'autre. Donc il y a un setup finalement du payoff qui va arriver avec la transition de héros qui va arriver un peu plus tard du coup dans le film. Ce qui est aussi vachement intéressant en termes dans la façon de raconter le récit. Et il va vraiment essayer de travailler comme ça le plus possible, à avoir des plans qui sont très très longs et les plus longs possible pendant une bonne partie du film, jusqu'à arriver à un certain moment où là pour le coup les cuts vont être extrêmement importants et nécessaires. Notamment, et c'est vrai que il faut que du coup que vous soyez au courant notamment sur le retournement de l'histoire, notamment par rapport à la scène de la douche. Comme c'est la scène avec les cuts, c'est la scène du crime, etc. On a du coup cette musique extrêmement stridente. La musique de Psychose, elle est très connue pour ce qui est une façon très particulière de jouer les violons. Alors je sais pas comment ça s'appelle, je suis pas un expert en musique, mais c'est pas joué en forte ou un truc dans ce genre-là. Enfin, c'est marquer vraiment les notes de façon très sèche et très brusque. Et du coup, chaque coup d'archer sur le violon est comme un coup de couteau en fait sur le personnage. Cette musique devient du coup extrêmement stressante. Et elle symbolise le côté poignardement acharné, quoi. Et donc, quand on en arrive à la mort de Marion, on a tout un tas de cuts secs, extrêmement rapides. Avant même qu'elle meure, il y a déjà quelques changements. Et notamment, ce qui est intéressant avec ces changements, c'est qu'ils respectent pas du tout la règle des 180 degrés. Il va volontairement faire des plans qui seront d'un côté du pommeau de douche pour filmer l'eau en train de couler, et puis finalement il va filmer le personnage de Marion quasiment de l'autre côté avec un plan qui filmerait plus la porte derrière le rideau de douche. Donc on est passé de l'autre côté complètement du pommeau, et généralement c'est quelque chose qu'on fait pas trop dans ce genre de truc, et il va vraiment enchaîner des valeurs de plans qui sont extrêmement différentes, des valeurs extrêmement rapprochées, des valeurs larges, des caméras qui sont en plongée, des caméras qui sont en contre-plongée, et donc c'est un travail de cette notion d'intersection, de cut, de lignes qui se croisent et de coups de couteau qui se plantent du coup. On peut aussi avoir des cuts un peu visuels dans l'image, notamment par exemple le Bates Motel est tout en longueur alors qu'on a la maison qui est au bout de la colline et qui donc est en hauteur, et donc il y a une opposition entre horizontale et verticale. On peut avoir ça également dans une clôture quand elle va changer sa voiture, Marion, dans le truc d'occasion, il y a une clôture qui est derrière et toutes les planches de la clôture sont à une hauteur différente, donc ça fait une haute, une basse, une haute, une basse, et du coup ça fait une notion de lignes qui se croisent et qui sont qui se coupent, on coupe du coup je sais pas, la ligne de la clôture, quoi, qui n'est pas toujours à la même hauteur comme on le ferait habituellement. Généralement, les clôtures sont plutôt toujours à la même hauteur. Et on pourrait même considérer qu'il y a un changement de style de film. Ça commence presque comme un film romantique avec Marion et Sam dans leur chambre d'hôtel. Ça continue en étant un semi-thriller, on va dire, avec cette histoire de vol d'argent et de nana qui est sur la route en cavale pour essayer d'échapper du coup à la police et d'aller faire sa vie ailleurs. Il y a un passage qui est quasi film d'horreur, du coup, quand on est dans le Bates Motel, avec le truc typique du film d'horreur, la maison quasi hantée, l'espèce de grand manoir tout sombre, etc., au-dessus d'une colline, avec juste des ombres qui passent à la fenêtre, etc. C'est vraiment le truc du film d'horreur par excellence, quoi. D'ailleurs, Hitchcock considérait que c'était un film d'horreur absolu, Psychose. Aujourd'hui, on considérait plus ça comme un thriller. Il y a des changements quand même de registre assez marqués dans le film. Et puis on passe vraiment définitivement à l'enquête,
après la mort de Marion et avec l'enquête du coup du détective qui va essayer de la suivre, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est un film qui travaille énormément la notion de cut, de changement, brusques ou moins brusques, mais généralement des changements assez marqués et assez clairs et assez brusques. Il y a d'autres choses en termes de mise en scène qui sont assez intéressantes, qui sont un peu figuratives. Tous les personnages qui viennent au Bates Motel avec un mensonge en tête sont filmés en reflet dans un miroir qui est juste à côté du comptoir. Quand Marion arrive, elle vient sous une fausse identité, et donc du coup elle cache quelque chose. Et il y a d'autres personnages qui arrivent ensuite pour de poser des questions à Norman Bates, et ils sont quasi toujours filmés dans un miroir, sauf un qui justement est pas en train de mentir, au contraire quand il vient, qui est plutôt en train de chercher la vérité. Donc ça c'est assez intéressant. Et il y a notamment tout un truc par rapport aux oiseaux. Norman Bates a une passion pour les oiseaux qui l'empaillent du coup, ce qui fait qu'il y a tout un moment où il est en train de parler avec Marion, et à un moment on aborde le sujet de sa mère, qui va être importante dans l'histoire du coup. Si on est dans la section dans spoiler, donc je vais pas en parler jusqu'au bout, mais la mère a quelque chose d'important. La discussion est en chant contre chant, c'est une des rares scènes du coup vraiment en chant contre chant de tout le truc, où il y a vraiment des cuts très très réguliers qu'il essaye donc d'éviter dans le reste du film. Mais là dans ces scènes-là, on va avoir des cuts qui sont assez réguliers entre lui et Marion, et on va avoir des gros changements de valeur de plan quand on va aborder certains sujets, et notamment quand on aborde la mer. On a un cut sur des oiseaux de proie, notamment il y a un hibou, il y a je sais pas trop quel oiseau aussi qui est sur le truc. Des oiseaux qui sont donc vraiment connus pour être des chasseurs, qui vont dominer le cadre, qui vont être filmés en contre-plongée, donc ils vont vraiment être menaçants en position d'attaque, notamment avec comment est-ce qu'il filme, et également avec le style de lumière qu'il fait, et qui vont complètement envahir le cadre, qui vont envahir Norman, qui va se retrouver complètement isolé dans un coin du cadre. Généralement, il va être très calé sur de ce côté-là pour vous. Il y a des oiseaux qui sont comme ça un peu partout dans l'appartement également, enfin dans la chambre d'hôtel dans laquelle réside Marion. Il y a des images d'oiseaux au mur, et quand elle se fait assassiner, il y a des tableaux d'oiseaux qui tombent au sol. Donc tu vois que l'oiseau s'est fait attraper, l'oiseau s'est fait avoir. Et puis ça se retrouve même par exemple dans son nom de famille, elle s'appelle Marion Crane. Et Crane, ça veut dire une grue, aussi bien une grue de chantier que l'oiseau, la grue. Et donc du coup c'est un oiseau finalement, et ça va être une des proies du coup de ce film. Et c'est vachement intéressant là aussi en termes de mise en scène de travailler ce double sens, ce côté figuratif des oiseaux. Il y a aussi le fait par exemple qu'elles viennent de la ville de Phoenix. Le phénix qui est donc un oiseau. Donc ça la poursuit du coup, tu vois que c'est limite elle était maudite depuis le début, elle était destinée à être une victime. Il y a un autre petit truc en termes de mise en scène. Alors je sais pas si j'évite globalement, et j'ai pas relu par exemple mes cours avant de faire cette vidéo, j'évite de ressortir tel quel les analyses qu'on m'a données, parce que des fois il y a des trucs sur lesquels je suis pas tout à fait d'accord dans les analyses, et pour moi une analyse c'est pas juste aller copier ce que quelqu'un d'autre a dit dans un bouquin ou un truc dans ce genre là, c'est moi justement j'essaye d'analyser véritablement les films, moi juste devant l'image qu'est-ce que je vois. Au moment de la mort de Marion, il y a une transition qui est très connue et qui est mythique du cinéma. On voit le sang s'écouler dans la douche, arriver jusqu'au siphon donc de la douche, et partir dans le tourbillon. Et ensuite, il fait une transition en fondu sur l'œil de Marion, l'œil qui est le siège de la vie un petit peu, c'est ce qu'on regarde en premier dans le visage de quelqu'un, et c'est un des premiers trucs qui nous signale que quelqu'un est mort par exemple, c'est que ses yeux ne bougent plus. Donc on a une transition en fondu du siphon avec l'eau qui tournoie jusqu'à l'œil de Marion, duquel la caméra ressort pour la filmer au sol, et attester donc qu'elle est morte définitivement, et tout en lui rendant un dernier petit plan hommage on va dire avant de la laisser véritablement crever quoi. Et le truc c'est que mon prof du coup d'analyse de film à l'époque avait fait un rapport par rapport au moment où elle envoie une petite note qu'elle a prise quelque part dans les chiottes pour se débarrasser d'une preuve par rapport à l'argent qu'elle a volé. Et dans les chiottes, du coup, quand elle tire la chasse, il y a un siphon, enfin, il y a un tourbillon avec l'eau qui s'en va. Le truc, c'est que, justement, on filme pas tant que ça le tourbillon dans l'eau des chiottes, et lui avait fait un gros approche avec ça, comme en gros, elle tombe dans, enfin, ouais, c'était pas vraiment qu'on la considère comme de la merde, mais il y avait quelque chose qui était bassement terre à terre, quoi. Limite, c'était insultant pour elle, en faisant un parallèle entre l'eau du siphon et l'eau des chiottes qui tourbillonne. Et donc, en gros, on l'a envoyé dans les chiottes, quoi. D'ailleurs, sa voiture finit dans un marais. Et il y a un côté un peu sombré dans la merde, par exemple, dans ce truc-là. Peut-être un côté, du coup, punition divine. Il y a un cinéma qui est très psychologique, mais je viendrai à la psychologie plutôt dans la partie spoiler. Mais le cinéma de l'époque était vachement codifié, notamment à cause du code Hays, qui dans les années 60 existait encore. Il est parti en 67, 68, un truc dans ce genre-là, le code Hays. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'on pouvait pas trop montrer, et notamment, les criminels devaient toujours voir justice être rendue. C'était un truc qui était quasi obligatoire dans les codes de ces films-là. On ne devait pas promouvoir la corruption morale et la moralité en général, quoi. Et donc, lui voyait un rapport comme ça avec ce côté tourbillon, des chiottes et du siphon de la douche, de dire que voilà, du coup, elle était amorale et donc elle était punie et donc c'était une merde presque en gros, et donc elle disparaissait dans le tourbillon, etc.
Je sais pas, moi j'ai pas été tout à fait d'accord avec ça. Je vois beaucoup plus un côté montrer la vie qui est en train de partir en fait, le fait que le sang aille dans le tourbillon, son sang c'est donc le symbole de sa vie, ça va dans le tourbillon et ça disparaît, donc sa vie s'écoule littéralement de ses veines, et on ressort de l'œil qui est le siège de l'âme d'après plusieurs cultures, et on montre du coup clairement la vie avoir disparu de ce corps. Donc pour moi il y a quelque chose qui est un peu plus respectueux, mais c'est vrai que on pourrait promouvoir la notion que c'est pour montrer quelque chose d'un peu montrer qu'elle a fait quelque chose d'amoral et qu'on l'a puni et qu'elle finit comme une merde, on va dire quoi. Mais je vous avoue que je suis pas tout à fait d'accord avec cette idée. Cette notion d'ailleurs de cinéma chaste, de cinéma moral, etc. Même si je l'aborderai, je vous le dis définitivement dans la section spoiler, il y a quelque chose qui est très parlant à ce niveau-là au début du film. C'est que par exemple, on pouvait pas montrer des rapports sexuels. Par contre, tu peux suggérer un rapport sexuel. Et par exemple, tu démarres le film avec les personnages qui sont en train de se rhabiller, tu dis clairement qu'ils viennent d'avoir un rapport sexuel. Tu démarres avec le mec qui est torse nu, d'ailleurs pas dégueu du tout, le John Gavin, qui jouait aussi César dans Spartacus de Kubrick. Et je vous avoue que dans Spartacus aussi, à chaque fois que je le voyais, le César du truc, je me disais pas désagréable à regarder. Il y a ce début de scène comme ça où on voit très clairement qu'ils viennent d'avoir un rapport sexuel. On sait qu'il a une ancienne femme. Il en est pas tout à fait divorcé, mais du coup ils sont quand même séparés, donc il y a quand même quelque chose qui reste à peu près moral. Mais tu te dis combien d'ex-femmes il a, est-ce qu'il en a pas une nouvelle à l'heure actuelle? Il parle beaucoup en fait de ne pas pouvoir se voir, de devoir être caché, tel que tu prends la conversation, tu pourrais comprendre simplement qu'ils vivent à une longue distance l'un de l'autre. Mais tu sens qu'il y a une notion de cacher la relation, et on cache pas forcément sa relation quand on est déjà séparé de sa femme et qu'elle demande le divorce ou un truc dans le genre là, quoi. Donc, il y a tout un tas de sous-entendus sur la notion de leur relation au début du film, pour pas aller jusqu'au bout dans le truc, mais ils cherchent toujours à essayer de titiller la censure, à essayer d'aller sentir avec le maximum de ce avec quoi il peut s'en tirer. Il parle à un moment du fait d'être dans un hôtel un peu cheap, pour ne pas dire que c'est un hôtel de passe, du coup, ou en tout cas, limite un love hotel, un truc dans ce genre-là, quoi. Ils disent que c'est un hôtel dans lequel certains couples, parfois, viennent juste pour passer une soirée. Ils parlent de couples mariés, mais tu comprends que les couples mariés, ils vont dans ce genre d'hôtel parce que c'est le genre d'hôtel où on va batifoler généralement quand on a une petite affaire, et du coup, c'est le petit couple qui a envie de redynamiser un peu sa vie intime, et qui se dit, on va aller dans un hôtel un peu sordide pour aller avoir une petite histoire, etc., qui était un peu le trip de l'époque, quoi. Donc c'est une façon de faire comprendre quel est leur genre de relation, sans clairement dire quel est leur genre de relation, et avec des sous-entendus qui pourraient laisser penser à des choses plus chastes, quoi. Pareil, dans le Code Haze, les baisers étaient chronométrés. On ne pouvait pas s'embrasser plus de 3 secondes, je crois, ou un truc dans ce genre. Un baiser continu de plus de 3 secondes, c'était scandaleux, ça allait choquer les mœurs, etc. C'était trop. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il fait des tonnes de baisers de moins de 3 secondes. Ils arrêtent pas de s'embrasser, ils arrêtent pas de se faire des bisous, mais jamais un qui dure plus de 3 secondes au final. Pareil, certains sont cachés parce que les personnages sont allongés sur le lit, la caméra voit pas bien leur visage, donc tu entends le bruit de succion qui est presque plus encore érotique que de simplement voir le truc, mais tu vois pas clairement en train de s'embrasser, donc tu vois qu'il essaye d'enculer la censure, justement. Donc il y a quelque chose qui est assez intéressant dans cette notion de cinéma psychologique. Mais je finirai ça du coup dans la partie spoiler. Il y a d'autres petits points qui sont intéressants dans la mise en scène en général. Il y a notamment quelques plans zénithaux qui reviennent pour certains points. Il y a un des plans les plus connus de Hitchcock qui est un plan sur un escalier comme ça filmé en plan zénital. Et cette notion de plan zénital, c'est la notion d'épée de Damoclès qui plane au-dessus des personnages, de danger qui plane, etc. De jugement divin plus ou moins, mais ça, il le fait généralement quand il y a des scènes de meurtre. Donc c'est plutôt ça la question qui est prise en compte. Il y a un nouveau personnage qui débarque, celui qui va prendre la relève de Marion, et pour montrer justement qu'il prend la relève, que ça va être lui le nouveau héros du film, il va entièrement occuper le cadre. Quand il va arriver, on va avoir un très gros plan sur quand il rentre dans une pièce, et il va vraiment envahir tout le cadre, occuper tout le cadre, et donner donc faire transmettre au spectateur le sentiment que c'est lui qui récupère le premier rôle, c'est le leading man du coup d'un seul coup, et c'est lui qui récupère le reste de l'histoire. Et c'est une façon intéressante en termes de mise en scène de faire comprendre cette idée que on a un passage de flambeau de Marion Crane au nouveau personnage du coup qui va s'en suivre. En termes de plans d'ailleurs intéressants, il y a des plans subjectifs à l'intérieur de la voiture quand Marion débarque au Bates Motel. Ils ont dû être particulièrement compliqués à faire justement pour ce que je vous ai dit par rapport à la taille des caméras qui sont assez mastoc à l'époque. Du coup, pour faire ces plans-là, il faut avoir complètement retiré le moteur de la bagnole, avoir foutu la caméra à la place. Il y a sans doute une autre bagnole derrière qui la pousse, qui la fait avancer là où on a envie qu'elle aille, ou un truc dans ce genre-là. Peut-être un truc mécanique par rapport à quelqu'un qui la conduit d'un autre truc, mais clairement, ce genre de plan subjectif pouvait pas être fait tel qu'on les ferait aujourd'hui avec une caméra à épaule à l'intérieur de la bagnole ou une petite caméra qui pourrait se déplacer tranquillement. Rien que pour faire un plan subjectif comme ça sur l'hôtel derrière le pare-brise avec le point de vue de Marion,
faut déjà faire un effort de mise en scène qui est très particulier, donc tu sens quand même qu'il y a un effort particulier pour réaliser ce genre de plan. Et puis il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est que on parle beaucoup de films qui font trop d'effets spéciaux aujourd'hui. Faut quand même noter que c'est un des premiers films à avoir, enfin non d'ailleurs ça devait se faire un peu à l'époque, c'est un film où on remplace parfois les ciels pour leur donner plus le ton qu'on a envie d'avoir. Il y a un moment où Marion est sur la route, le ciel avait l'air super blanc et super dégagé, sans doute qu'il a été filmé à un moment où il faisait très clair et très jour. Et donc du coup, on l'a remplacé par un ciel assez nuageux. Et aujourd'hui, en haute définition, tu vois un tout petit peu la petite ligne de décor original, le calque d'opacité qu'on a créé en effets spéciaux pour remplacer du coup le ciel par un autre. Il fait notamment ça autour de la maison des Bates, qui permet du coup de l'isoler encore plus dans un ciel vraiment orageux, etc. Donc voilà, c'est un film, c'est un mec qui fait des mises en scène qui sont particulièrement travaillées, particulièrement recherchées. Et maintenant, on va pouvoir aborder la version, le côté spoiler, et donc revenir à certains points de mise en scène qui sont par rapport aux révélations qui ont lieu ensuite dans le film. Donc on passe en section spoiler. Je reviens tout de suite. Bonjour. Et donc voilà, le premier point qu'on peut aborder avec ces spoilers, et pour revenir du coup sur la notion de cut, de lignes s'entrecroisent, on a le fait que, comme d'habitude, cette perruque est super compliquée à porter avec ses cheveux qui se barrent de partout. Donc le premier truc qu'on peut noter maintenant qu'on est en spoiler, c'est donc que notre personnage a une double personnalité, ce qu'on appelle en version anglaise split personality, d'où le film de M. Night Shyamalan, Split, avec son personnage qui a 23 personnalités différentes. Et donc, l'un des points qui travaille cette notion de lignes s'entrecroisent, qui se contredisent, on va dire, etc., c'est le fait que le personnage principal ait donc une double personnalité, incarne sa propre mère, et donc c'est sa personnalité de mère qui assassine les jeunes filles, et non pas juste Norman ou juste la mère, par exemple. C'est un point qui est assez intéressant à soulever, parce que c'est donc, comme je vous l'ai dit, il y a une notion de cinéma psychologique qui s'installe notamment à cette époque-là, aussi en partie à cause du Code Haze. Et c'est quelque chose qui se retrouve encore aujourd'hui un peu. On essaye souvent d'expliquer psychologiquement les motivations des personnages. C'est rare d'avoir un personnage qui n'est pas motivé à faire quelque chose par une expérience passée, qui a généralement particulièrement de points communs avec le sujet actuel du film. Il y a donc cette histoire par rapport au fait que la mère donc de Norman Bates ait été voir un autre mec, et que lui se soit senti abandonné, et donc il a commis un matricide parce que la mère lui avait donné une éducation particulière, etc. Donc tu vois qu'il y a toute une notion psychologique pour expliquer pourquoi est-ce qu'il aime pas les femmes, pourquoi est-ce qu'il va les tuer. Il va quand même tuer Arbogast à un moment ou à un autre, sans doute parce qu'il y voit une image du père quelque part. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de particulier par rapport à ça. Et c'est aussi travaillé en partie par le choix du casting de Anthony Perkins, parce que Anthony Perkins était un peu de la jaquette. C'est-à-dire que je dis un peu parce que il est officiellement bisexuel, notamment parce qu'il a eu une femme et avec qui il a eu des enfants légitimes, et donc pas adoptés ou quoi que ce soit, il a vraiment eu des enfants avec elle, et il semblerait qu'il ait eu quelques relations vraiment qui soient publiques, connues, et il sortait vraiment avec des femmes. Mais à la base, il est quand même homosexuel jusqu'aux années 70 à peu près, je crois. Apparemment, de ce que j'ai vu vite fait là dans mes recherches, dans les années 70, il va avoir sa première relation avec une femme. Ça veut dire que quand même le mec il avait quel âge du coup? Et il est né en 32, donc il avait quand même quasi 40 ans avant de se découvrir sa bisexualité, quoi. Donc ça a été assez tard. Pendant longtemps, il était plutôt considéré comme, il était plutôt homosexuel. D'ailleurs, c'est pas un hasard, il a démarré dans ses premiers rôles au cinéma avec George Cukor, qui était un des premiers réalisateurs qui avait été mis sur Autant n'emporte le vent, parce que c'était un réalisateur pour femmes. Sous-entendu, c'était un réalisateur homosexuel. Et donc, qui était souvent adapté à faire des films pour les femmes, parce que ils pouvaient un peu parler leur langage, quoi. Parce que c'était compliqué d'engager une femme pour parler leur langage, il fallait qu'on ait un mec qui soit homosexuel, c'était plus simple. Faut dire que ça manquait pas à Hollywood, les homosexuels. Bref, les clichés. Mais je vais y revenir justement à cette notion de cliché. Mais le choix de casting de Norman Bates, il est pas innocent, parce que je le trouve trop choupi, Norman Bates, Anthony Perkins, du coup, quand tu le vois dans ce truc. Et il a vraiment un peu cette notion de mec un peu innocent, assez féminin, il a une façon de se tenir. Il y a un moment où il le filme en train de monter les escaliers, et véritablement il dandine du cul, quoi, quand il est en train de monter les escaliers. Mais globalement, il a plutôt cette attitude de
espèce de grand adolescent, vous savez, c'est cette grande tige qui flotte dans sa chemise complètement. C'est pour ça, ma chemise elle collait pas vraiment quand j'étais en mode Norman Bates, parce que elle est vachement serrée, c'est une chemise slim fit ou je sais pas trop quoi. Lui c'est plus la chemise vraiment bouffante, quoi. Il rabat ses manches en plus pour que le haut des manches soit extrêmement gonflant, et du coup ses bras paraissent encore plus fins et plus que. Tu vois vraiment cette notion de grande tige qui à peine commence à se trimballer dans son corps. Et il a une certaine douceur, une certaine féminité, une certaine façon. Il a un visage qui a des traits parfois un petit peu féminins. Et ça travaille, c'est un peu sa double personnalité, mais c'est aussi un truc qui peut poser un petit peu problème. Cette décision déjà d'engager un homosexuel et le fait qu'il se travestisse pour tuer est ce qui a cultivé toute une idée pendant très longtemps de les transsexuels, les homosexuels, les LGBT, parce que ça se faisait aussi beaucoup avec les lesbiennes, sont déviants, sont pas bien dans leur tête. Ça va rentrer aussi un peu dans l'idée de notion de cinéma psychologique. Les homosexuels n'étaient pas autorisés avec le code Hays, ou en tout cas pas de façon positive, je suppose. Enfin, je suis pas tout à fait sûr de cette notion par rapport au code Hays. Ça a travaillé comme ça une notion qui a été travaillée jusqu'à très longtemps. Il y a un film de Brian De Palma également qui s'appelle Dressed to Kill, qui est un peu la même chose. C'est un mec qui se déguise en femme et pour tuer des gens. Ça a donc entretenu certains trucs, et c'est pour ça que c'est un des films sur lequel la communauté LGBT a parfois un petit peu de mal, le Psychose. Il faut noter cependant que Hitchcock met un point d'honneur à expliquer que c'est pas du tout le cas de son personnage. Il y a toute une scène avec un psychologue à la fin qui fait d'ailleurs un peu la scène, on va expliquer tout le film en une scène d'un coup, pour que les spectateurs soient pas trop perdus, etc. Mais il y a quand même une explication très claire pour dire non, il est pas travesti, il est pas transsexuel, il est dans une psychose, il est dans un délire personnel, il est dans une schizophrénie. La schizophrénie, c'est le fait de ne pas voir le monde tel qu'il est, d'avoir des visions, d'entendre quelque chose, de pas se voir soi-même de la bonne façon, etc. Donc de se projeter une autre personnalité, par exemple, dans son corps, pas juste vouloir être un autre sexe, se prendre pour Napoléon, se prendre pour quelqu'un qu'on connaît, etc. Et donc il insiste très clairement pour dire non, il est pas déviant parce qu'il est travesti, etc. Il se travestit parce qu'il est déviant. Et c'est pas le cas de tous les travestis. C'est pas parce que t'es travesti que tu assassines des gens, etc. He's a transvestite. Not exactly. A man who dresses in women's clothing in order to achieve a sexual change or satisfaction is a transvestite. But he was simply doing everything possible to keep alive the illusion of his mother being alive. Donc il essaye quand même de marquer cette distinction très claire, Hitchcock, dans son film, et il a travaillé notamment beaucoup de notions d'homosexualité, en particulier féminine. C'est quelque chose qui l'intéresse, qui l'intrigue, qui l'attire dans ses films. Donc il n'a pas vraiment envie de jeter l'opprobre sur les LGBT. Mais c'est vrai que c'était un peu la base de son histoire, et c'était aussi une des idées par rapport qu'il a inspiré par rapport à la mise en scène, par rapport au croisement des lignes, etc. C'était l'idée que le personnage ait donc une personnalité, une double personnalité, et transitionne d'une personnalité à l'autre. Mais donc du coup, c'est vrai que dans la communauté LGBT, c'est un film qui peut parfois être mal reçu. Je pense qu'on peut quand même admettre que c'est vrai que si à une époque ça connotait l'homosexualité, la transsexualité et la bisexualité, tout le bordel d'une certaine façon, on peut admettre quand même qu'il y a certains criminels qui sont LGBT et qui ont des comportements criminels et qui ont des problèmes psychologiques, etc., etc. Donc on peut pas faire en sorte qu'ils n'existent pas. Donc pour moi, ça sert à rien de jeter l'opprobre en retour sur ce genre de film. Il le dit clairement, quoi. C'est pas le message qu'il a envie de faire passer dans ce film-là. Mais c'est vrai que c'est une notion qu'il faut aborder quand on parle de Psychose. Ça a été un des films qui, tout comme Autant n'emporte le vent, a été un des films qui a participé à transmettre et à continuer à faire perdurer certains points de vue racistes sur les Afro-Américains. Ce genre de film est un des genres de films qui a fait que l'homosexualité et le fait d'être LGBT en général a été considéré comme une maladie psychologique jusque dans les années, je sais plus, 70, 80, tout dans ce genre-là, quoi. Je crois que les États-Unis ont retiré l'homosexualité de la liste des maladies mentales autour des années 70-80, j'ai pas la date précise, je vais la chercher vite fait au montage, je vous la mettrai ici, et on l'a retiré au niveau de l'OMS dans les années 90, je crois, un truc dans ce genre-là. Donc vraiment, ça a perduré pendant très longtemps, et ce genre de film a un petit peu participé à ça, tout en ayant à côté, par exemple, l'épidémie de sida qui a participé à donner un regard plus sympathique envers la communauté, notamment les apitoyer parce qu'ils étaient en train de partir comme des mouches. Il y a une très bonne série sur aucun rapport, mais il y a une très bonne série sur l'épidémie de sida qui est sortie il y a pas longtemps qui s'appelle It's a Sin, qui est une série de la BBC qui a été faite par le créateur de la série Queer as Folk, qui était une des premières séries vraiment axées sur les homosexuels. Regardez cette série parce que vous verrez, ne vous attachez pas au personnage, ne vous attachez à aucun personnage de cette série, c'est l'épidémie de sida. Donc voilà, sans en dire plus.
Mais voilà, c'est vrai que c'était une notion qui était abordée quand on parle de ce film. Mais du coup, la vraie base de sa folie, c'est pas d'être transsexuel, c'est pas d'être travesti, parce qu'il est pas transsexuel du tout, hein, pour le coup, il se travestit pour devenir sa mère. C'est vraiment d'avoir sa psychose, et c'est surtout son problème par rapport au sexe. Il a donc tué sa mère au lit avec son nouveau mari, en les empoisonnant du coup tous les deux. Il les a trouvés au lit, donc je suppose qu'il devait être dans une situation particulière. Bon, il se faisait empoisonner, donc il devait pas être en train de batifoler dans le lit quand ils sont morts, mais il les a pris dans un lit, quoi. Donc le côté trouver ta mère et un homme dans un lit, etc. Il y a un côté voilà perturbé sexuellement. Et donc c'est vrai que le bonhomme, il est perturbé sexuellement quand il y a Marion qui débarque et qui va lui donner une chambre. Il va au début pour lui donner une des pièces classiques et finalement il lui donne, tu vois sa toute petite, sa légère hésitation à prendre la clé et il revient sur la toute première clé de la première chambre qui est donc celle qui est juste à côté de son bureau et donc il a son petit trou, pour pas dire un glory hole parce que ça sert pas du tout à ça, mais un trou de voyeur quoi qui permet de regarder dans la pièce les personnes en train de se changer. Et donc tu vois qu'il a un problème avec sa sexualité, tu vois qu'il n'arrive pas à rentrer dans la chambre quand elle l'invite à venir manger à l'intérieur de sa chambre, il lui dit de venir du coup chez lui, parce que rentrer dans la chambre d'une femme, etc., c'est quelque chose qui du coup le perturbe, qui éveille, l'émoustille, etc. Ce trou d'ailleurs dans le mur, il est caché par un tableau, je sais pas si c'est un tableau qui est connu, mais ça représente une femme nue, en train de se faire agresser par deux hommes dans une forêt ou un truc genre là, dans un bois. Tu sais même pas qui peint ce genre de tableau, donc ça doit être un truc fait spécialement pour le truc, ou alors ça doit être une représentation de je sais pas quel récit mythologique. Mais c'est cette femme agressée qui cache le trou qui permet de regarder du coup les femmes qui sont dans le cabanon voisin. Tout ça avec du coup ses frustrations sexuelles, le fait qu'il ait du mal à assumer sa sexualité, à être attiré par les femmes, etc. C'est plus ça, vraiment le problème, c'est plus son problème de sexualité qui est en question, plutôt que la question LGBT qui entoure son truc. Il n'est pas vraiment concerné au final par le côté LGBT. Il leur emprunte des caractéristiques, mais il n'est pas concerné du coup par l'idée. Mais il y a aussi ce petit choix d'un mec qui fait assez efféminé, un peu qui fait un peu homosexuel. On va le dire qu'il faut le dire quoi. Tu sens qu'il minaude un petit peu quoi, il a un comportement un petit peu particulier. Donc tu vois qu'il a plus un problème avec sa sexualité en général que le fait qu'il fasse partie de la communauté LGBT, même s'il est un peu codé LGBT par certains points. Le côté travesti de Norman Bates fait partie du personnage et fait partie de ce qui a rendu aussi ce film mythique. Le moment où il arrive avec son couteau pour tuer la nana, du coup, c'est quelque chose d'assez particulier. Et alors justement, ça va pas de revenir un peu plus à une notion de mise en scène maintenant qu'on a parlé du truc social. Dans cette scène où il attaque du coup la sœur de Marion, puisqu'on a à nouveau changé de personnage, Arbogast est mort et lui aussi, c'est pour ça que j'ai laissé le reste dans la partie non spoiler, c'est qu'il y a 3 changements de personnage dans ce film au final. Il y a la disparition de Marion et la disparition d'Arbogast ensuite, qui est temporairement devenu le personnage principal en remplissant le cadre, et ensuite on repasse à un autre personnage avec le duo que forment Marion et Sam. Donc eux-mêmes ils splitent le rôle principal entre 2 personnages du coup finalement. C'est intéressant d'avoir toutes ces coupes dans les personnages principaux. Mais du coup c'est vrai que on a cette scène donc de meurtre ou de tentative de meurtre en tout cas, où on a cette lampe qui est suspendue au mur et qui se prend un coup, et comme elle est suspendue à un fil, elle va se mettre à bouger, et donc ces ombres qui changent énormément, qui tournent, qui se déforment. Ça a un côté très très film d'horreur. Les films d'horreur jouent beaucoup sur les ombres, et généralement quand tu vois les ombres qui se déforment, etc., c'est quelque chose qui te met en angoisse. Ça rappelle le fait de marcher dans la rue avec la lumière des lampadaires qui s'étend devant soi et puis qui revient ensuite d'un lampadaire à l'autre, etc., qui te met un peu en angoisse quand t'es tout seul dans la rue, parce que tu te dis, est-ce qu'à un moment ou une autre, il y a une autre ombre que la mienne qui va apparaître derrière. Des fois les ombres se superposent par rapport aux deux lumières, donc tu te dis, il y a quelqu'un qui me suit, etc. Donc c'est quelque chose qui est très très intéressant à travailler en termes de lumière, cette façon de gérer du coup la lampe qui bouge dans le mur. La lumière est pas gérée de façon très intéressante non plus dans le reste du film. Faut dire que c'était compliqué à l'époque de faire des lumières qui sont particulièrement travaillées, parce que les pellicules de l'époque sont pas aussi sensibles qu'aujourd'hui. Pas vraiment en termes d'éclairage, parce qu'on a longtemps, très vite eu des pellicules de 200, 400 ASA, 800 ASA. Les ASA et les ISO, c'est la même chose. Si vous avez un appareil photo, vous voyez que les ISO, c'est ce qui permet de sélectionner le degré de luminosité que vous avez envie d'avoir, la quantité de lumière que vous voulez prendre. Au tout début du cinéma, c'était du 50 ISO, 50 ASA, donc il fallait une lumière énorme pour travailler les trucs. C'est pour ça qu'on tournait par exemple dans des verrières au tout début. Le studio de tournage de Méliès, c'était une grande verrière pour qu'on ait la lumière du jour qui débarque, et on rajoutait ça ensuite avec des gros spots. Petit à petit, elles sont devenues plus sensibles, mais elles n'avaient pas la même dynamique. La dynamique, c'est jusqu'où ça peut prendre la lumière et jusqu'où ça peut déceler du détail dans les ombres. Et en fait, pendant très longtemps, nos pellicules étaient très contrastées. Donc si tu voulais qu'on voit quelque chose, il fallait rehausser avec de la lumière, parce que si tu prenais juste la lumière telle qu'elle était, très vite, il y a des choses qui partent dans l'ombre. Ça se voit quand il y a Marion qui va au garage, justement, au revendeur de voitures d'occasion, pour échanger sa voiture. Parce que derrière elle, tu vois un mur qui aurait sans doute été un petit peu dans l'ombre, étant donné qu'il est caché par, je sais plus, c'est un espèce d'abri qui protège les voitures.
Et tu vois qu'il y a une lumière qui a été mise dans ce côté-là pour rehausser un peu l'image, pour qu'on n'ait pas trop d'ombre, pour que ça reste lisible dans cette zone-là, alors qu'on est quand même en tournage extérieur, en plein jour, et on est probablement en plus en Californie ou aux alentours de Los Angeles ou donc avec un endroit avec un très grand soleil, une très grosse luminosité. C'est aussi pour ça que les studios sont installés en Californie, c'est parce qu'il y avait une très grosse lumière. Pourtant, on a quand même besoin de rehausser un petit peu certains détails, même en plein jour, pour éviter que ça passe trop dans l'ombre, quoi. Donc c'est pas comme si on pouvait travailler vachement bien les ombres. Souvent on a beaucoup de sources de lumière qui sont très directes, très brutes, et ça fait souvent des ombres qui se croisent. C'est ce qu'on a repris notamment dans l'éclairage des OSS 117. C'est marrant d'ailleurs de parler d'OSS 117 parce que John Gavin, qui joue ici le copain de Marion, Sam, et qui joue Jules César dans le film de Kubrick, dans Spartacus, il a joué OSS 117 dans un des OSS 117 américains. Donc à l'époque c'était vraiment la licence concurrente de 007, James Bond. Donc c'est rigolo d'avoir des petits trucs comme ça. Mais donc ouais, on voit qu'il y a un travail de la lumière qui est typique des années 60, parce qu'on peut pas travailler la lumière comme aujourd'hui, quoi. Mais il y a quand même quelques scènes qui sont intéressantes. Il y a notamment ce passage où t'as Norman Bates qui est sur le marais et qui se retourne parce qu'il entend Sam qui est au loin. Il est découpé en silhouette par rapport au reste du décor, mais il a une silhouette qui vient des deux côtés. Un truc complètement illogique, il a une silhouette de ce côté-là, et il a une silhouette de ce côté-là, alors qu'il est censé être éclairé par la lumière de la lune en pleine nuit ou un truc dans ce genre-là. Donc il devrait y avoir qu'un seul de ses côtés qui reçoit de la lumière, quoi. Et en fin de compte, non, pas du tout. Donc c'est un peu particulier, mais c'est aussi un plan qui est très joli visuellement. C'est une lumière qui rend très intéressante. Et il va travailler à certains moments du film des silhouettes totales. Donc là, c'est vraiment un travail limite de contre-jour, où on a les personnages qui sont vraiment totalement sombres sur un fond qui est un peu plus lumineux, mais un peu plus, parce que c'est le magasin d'outils, je crois, de Sam ou un truc dans ce genre-là. Un drugstore peut-être, parce qu'ils vendent des trucs, des produits contre les insectes. Bref, le magasin est fermé, et donc du coup, il n'y a pas une lumière non plus monstrueuse derrière eux, et donc ils sont découpés en silhouettes par rapport au reste du décor. Et je pense que ce plan est plus ou moins pour faire comprendre qu'ils vont vraiment prendre le relais et être les personnages principaux de l'histoire à partir de maintenant, parce qu'on les avait déjà introduits juste avant de voir Arbogast, et on avait eu une transition sur Arbogast ensuite, et je pense que ce plan-là est fait pour te focaliser sur ces deux personnages-là et te dire, non, c'est vraiment eux qui vont prendre le relais du truc, quoi. Parce que sinon, le plan lui-même, il n'y a pas vraiment de raison qu'il soit vraiment en silhouette, ils sont pas en train de se dire un truc particulièrement secret ou je sais pas trop quoi, donc voilà, je pense pas qu'il y ait une raison particulièrement précise d'avoir une lumière en silhouette à ce moment-là, mais c'est vrai que ça les fait ressortir par rapport au décor, et ça te fait sentir l'idée que du coup, ça va être eux qui prennent la relève. Donc voilà, c'est la première fois que j'aborde un film de Hitchcock du coup sur cette chaîne. J'espère que vous aurez apprécié le vlog. Vraiment, je vais pas garder mes cours de l'époque. J'ai essayé de rester le plus possible dans ce que moi j'ai vu là en revoyant le film maintenant, mais c'est vrai qu'il y a quand même vachement de notions de mon cours de l'époque qui me sont revenues en tête. Mais quand même, les notions de mise en scène de Hitchcock sont particulièrement visibles et sont particulièrement intéressantes. Le système formel, on le retrouve dans beaucoup de films de cette période-là, notamment aux années 60-70. Il y a, alors je sais pas les dates précises de sortie de ces films-là, mais il y a bien évidemment Vertigo qui travaille la notion de spirale pour travailler la notion de vertige. Quand on a vraiment la sensation de vertige, on a du coup l'impression que le sol tourne autour de nous et qu'on va tomber dedans. On se sent tournoyer nous-mêmes, on a l'impression de perdre l'équilibre. Dans Vertigo, donc on a cette notion de spirale qui est travaillée, et ça va être travaillé à certains moments du film, notamment par exemple avec le chignon du personnage principal, qui est justement une forme en spirale qui tourne, etc. On va avoir par exemple dans La Corde qui est un film sur deux jeunes hommes, justement très connotés homosexuels. Je crois que dans le bouquin c'était à peu près dit, mais dans le film ils le font sentir aussi un petit peu avec certains de leurs comportements. Et donc La Corde, qui va servir à étrangler quelqu'un, va donner au film une forme de trait, une forme géométrique de trait, et donc le film est tourné entièrement en plan séquence. C'est un seul plan séquence du début à la fin. La caméra évidemment fait des cuts coupés en passant derrière certains personnages, certains trucs dans ce genre là, parce que les bobines de pellicule peuvent pas durer plus de 11 minutes quand elles sont en 35 mm. Donc du coup t'étais obligé toutes les 10-11 minutes d'avoir une coupe quelque part et de la masquer dans le montage. Mais ça a été totalement intégré au mouvement de la caméra, au déplacement de la caméra, et visuellement quand tu regardes le truc, t'as pas l'impression t'as l'impression que le film se déroule d'une seule traite. Et puis avec Fenêtre sur cour, t'as cette notion de cadre dans un cadre, de surcadrage, qui donc c'est plusieurs cubes finalement inclus les uns dans les autres, et chaque cube présente une petite scénette différente, une petite scène de vie différente, un personnage différent. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez important à connaître par rapport à la mise en scène de Hitchcock, cette notion de système formel. Et voilà, je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour une fois d'aborder le film d'un cinéaste particulièrement connu dans ces petits vlogs, donc vlog rétro pour le coup. Donc voilà, pour ce petit retour sur Psychose de Hitchcock. Regardez Psychose, regardez du Hitchcock, c'est très important, c'est un réalisateur qui a beaucoup marqué l'évolution du cinéma et qui a beaucoup fait pour les codes du cinéma en général. Donc regardez du Hitchcock, prenez soin de vous, regardez ou allez voir des films, et mourrez! Ah